Bonjour, bienvenue dans Au vert et contre tout, l'émission qui pense que les hommes et les femmes ont tout à gagner à l'égalité. Et d'ailleurs, même s'il n'y avait rien à y gagner, il faudrait y aller, bien sûr. Ce que le confinement fait aux femmes, suite dans cette nouvelle édition. Ce confinement, il nous a pris par surprise et fait basculer du jour au lendemain dans un monde aux nouvelles règles du jeu. Et de quoi aura-t-on le plus parlé pendant ce moment ? Je ne parle pas de sujets qui nous angoissent existentiellement et de la maladie, non, les autres, les plus légers, comme les comparatifs entre les types de visioconférences, réunions Zoom ou apéro WhatsApp, ou les conversations sur ce qu'on aurait fait s'il n'y avait pas eu le confinement, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on aurait pu faire, ce que l'on fera peut-être et avec qui. On parle des masques aussi, c'est sûr, le manque de masques, les FFP2, les chirurgicaux, la buée sur les lunettes, les masques qu'on achète aux copines qui savent coudre. Il y a nos recettes pour faire du pain et des gâteaux, bien sûr, sinon il n'y aurait pas eu de pénurie de farine. Mais au-dessus de tout cela, de quoi parle-t-on ? De nos cheveux, bien sûr. Énorme sujet de conversation. Avec une moyenne de pousse d'1 centimètre par mois, et sachant que nous sommes confinés depuis le 17 mars, calculez le niveau d'actualité du sujet. D'ailleurs, tapez coiffeur sur Twitter, ça va vous faire la soirée. A priori, s'il y a un domaine dans lequel le confinement nous met hommes et femmes à égalité, c'est bien celui des cheveux. Oui et non. Les hommes ont sans doute très très hâte de se faire rafraîchir la coupe, mais pour des millions de femmes, c'est autre chose, c'est la panique. On voit leurs cheveux blancs. 1 centimètre, 2 centimètres de cheveux blancs, c'est l'horreur. Parlez quelques minutes avec vos copines de plus de 40 ans, moins parfois, c'est sûr, le sujet va tomber. Et pourquoi ? Parce que globalement, les femmes n'assument pas du tout ces fameuses racines, signe d'une vraie pression sociale qui renvoie à chaque femme qui vieillit, c'est-à-dire toutes, sauf celles qui n'ont pas la chance de vivre une vraie longue vie. Donc une pression qui renvoie à chaque femme qui vieillit à l'image qu'on peut se faire d'elle dans une société qui vieillit de plus en plus, mais qui survalorise la jeunesse et la police. Et dans ce domaine, les femmes et les hommes ne sont pas logés à la même enseigne. Déjà dans les années 70, l'intellectuelle américaine Susan Sontag avait consacré un article aux 2 poids 2 mesures de vieillissement chez les hommes et les femmes. Elle est citée par Mona Chollet dans son livre Sorcière, qui écrit « Un homme n'est jamais disqualifié sur le plan amoureux et sexuel du fait de son âge. Et lorsqu'il commence à présenter des signes de vieillissement, il ne suscite ni les mêmes regards apitoyés, ni la même répulsion. » Alors, il va être intéressant de voir ce que le confinement aura fait aussi à l'image de nos corps. Depuis quelque temps, la nouvelle vague féministe a fait réémerger une tendance, l'appel à se détourner des injonctions esthétiques, l'épilation, les chaussures à talons, le maquillage, le soutien-gorge, les colorations. Dans son livre Une apparition, publié en 2017, la journaliste Sophie Fontanelle raconte comment le fait d'arrêter de se teindre les cheveux a été une sorte d'expérience à la fois esthétique et existentielle. Et je voudrais vous lire un passage qui dit « L'euphorie de se sentir libérée de cette injonction ». Elle parle de son premier été sans les teintures. Les bains de mer cet été-là en Grèce. Pendant trop d'années, j'étais allée me baigner, terrifiée à l'idée que, ma tête sortant de l'eau, on ne remarque plus que l'infamie de mes racines quand elles réapparaissaient. Le produit dont j'ai déjà parlé, celui pour masquer la repousse entre 2 teintures, se dissolvait dans l'eau de mer. Chaque baignade était humiliante. Vous nagiez, votre front fendait l'eau fraîche, 1 fois, 2 fois, et le front émergeait, rincé de ses mystifications. Le dérisoire exploit que vous aviez accompli de vous barbouiller le cuir chevelu semblait d'autant plus pathétique. Ce que l'instant auparavant vous aviez si bien camouflé se vengeait. C'était l'aveu involontaire et constant d'une impuissance, pile dans le karma des vacances. Je m'en souviens, ça me désespérait, ça me gâchait vraiment le plaisir. C'est vrai, bon sang, où était-elle la joie enfantine des cabrioles aquatiques si la première chose que vous donniez à voir en remontant à la surface était une raie au milieu qui trahissait et votre âge et votre tricherie? Comment avais-je pu supporter de telles humiliations ? Voilà, je vous souhaite beaucoup de liberté, au vert et contre tout en mode confiné avec un timing particulier. C'est parti avec Alexia Anglade, Caroline Salamone, Élodie Simor, Boris Georgelin et pour vous servir, Emmanuel Durand-Rodriguez. Bonjour. Bonjour. Alors, ce que le confinement fait aux femmes, encore beaucoup d'injonctions. On en parle avec toi, Caroline Salamone. Oui, alors moi, je me suis intéressée donc pour cette chronique aux injonctions physiques faites aux femmes. Comme tu l'as très bien dit, ce confinement, en fait, fait que nous expérimentons un peu un nouveau rapport au corps, un nouveau rapport à notre image. Et évidemment, oui, les réseaux sociaux exacerbent un tout petit peu ces mécanismes de changement. On sait qui s'habille, qui reste en pyjama, qui se maquille, qui s'épile et bien sûr qui ne le fait pas. Donc,
on peut se demander, à juste titre, est-ce que les canons de beauté vont changer? Quel sera l'après? Est-ce que les inégalités vont se creuser encore entre les femmes qui ont un accès à des cosmétiques hors de prix en prônant cette nouvelle vague du glow? Le glow, c'est-à-dire comment avoir l'air pas maquillée en étant affreusement maquillée. Et du coup, ces femmes fortunées qui auront toujours accès à des produits médiocres. Donc, cela m'a donné envie de réouvrir Beauté Fatale, donc de l'essai de la journaliste Mona Chollet, qui décortique et qui explore dans une écriture très, très accessible ce prétendu culte de la beauté. Je voudrais mettre l'accent sur quelque chose qui est très, très souvent mal compris. En fait, Mona Chollet, elle analyse tout ce que l'on considère comme être automatique ou naturel chez la femme dans ce territoire de la beauté et de la féminité. Et souvent, il y a des débats qui ont lieu sur les réseaux sociaux ou entre nous quand on discute. Mona Chollet, en fait, dans l'ouvrage, elle ne porte pas de jugement sur les femmes qui succombent à ces injonctions physiques en consommant des solutions payantes de cette industrie, qui, soit dit en passant, d'ailleurs, est dirigée presque exclusivement par des hommes. Acheter du maquillage, faire de la chirurgie esthétique ou se sentir puissante en talons, par exemple, c'est OK. En gros, on est quand même toutes dans le même bain. Ce que Mona Chollet met en évidence et ce que j'essaie pour ma part de combattre et en échangeant avec d'autres femmes, c'est que ces pratiques ne relèvent pas d'une progression dans sa liberté. En fait, le discours qui exprime l'idée je me sens mieux et plus libre comme ça, c'est une réponse positive à cette stratégie globale de cette industrie. On se sent plus forte et plus libre parce qu'on correspond à l'image voulue par l'injonction. Donc, la beauté, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. La beauté, qui est beau, qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est séduisant ou pas, c'est un concept évidemment sociologique qui dépend exclusivement de l'environnement et de la société dans laquelle on vit. La beauté, c'est une idée. Merci Caroline. Alors on continue un débat. Tu n'avais pas fini? Si, j'ai terminé. Je voulais juste dire que si vous voulez avoir, sans forcément lire l'ouvrage, si vous avez envie d'avoir un petit peu d'informations sur ça, il y a un épisode du podcast Miroir Miroir qui est produit par Binge Audio, qui est animé par Jennifer Padjemi, où Mona Chollet s'exprime exactement sur ça, sur la construction des standards de beauté féminins. Donc voilà, si vous n'avez pas forcément envie de lire le livre, vous pouvez l'écouter. Il y a beaucoup à dire, sans doute, sur les injonctions esthétiques. En gros, peut-on être féministe et porter du rouge à lèvres? Alors, on en débat ensemble. Oui. Oui, oui, bien sûr. C'est Alexia Anglade là qui l'affirme. D'ailleurs, porter du rouge à lèvres n'a jamais fait de mal à personne. Le sexisme, si. Oui, bien sûr. En fait, ce que porter du rouge à lèvres et être féministe, en fait, il y a aucun problème avec ça. Ce qu'il faut juste garder en tête, je pense, et c'est ce que j'ai l'impression de lire dans les ouvrages des gens qui se sont renseignés sur ça, c'est qu'il faut juste avoir en tête que c'est pas par liberté qu'on met du rouge à lèvres. C'est parce que une industrie dirigée par les hommes nous a fait penser qu'en fait, il fallait qu'on dépense notre argent là-dedans pour être plus séduisante. Donc, on peut le faire et on peut se sentir très bien avec. C'est comme ce qu'on discutait la semaine dernière par rapport aux tâches ménagères. On peut tout à fait astiquer l'appartement et se sentir très bien et se sentir indépendante et féministe. Il n'y a aucun problème. Par contre, c'est pas par liberté qu'on le fait. Disons que c'est un phénomène construit. Exactement. Alexia? Non, je suis d'accord avec Caroline. Je suis entièrement d'accord, même si je fais partie des personnes, pour le coup, volontairement soumises à ces injonctions et j'assume. Ah bah oui, de toute façon, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Leila Slimani aussi disait, on a tout à fait le droit de se maquiller comme un camion et de mettre des mini-jupes et des hauts talons, et surtout de se faire respecter dans la rue. Parce que c'est quand même bien ça aussi la question. Élodie? Moi, en fait, le problème, j'ai aucun problème avec la beauté, avec l'esthétique. Je trouve que c'est presque une injonction de devoir y réfléchir. Je trouve que déjà, c'est surtout qu'elle prend beaucoup trop de place au détriment d'autres choses, notamment dans l'éducation des jeunes filles et dans la vie des femmes. Pour moi, c'est un non-sujet. On a le droit de faire ce qu'on veut. Et le fait d'en parler dans un sens comme dans un autre, c'est encore prendre la place à d'autres sujets. La curiosité intellectuelle, tout ça, les choses qui vont faire qu'on va se développer dans sa vie et ne pas rester que là-dedans. Chacun fait ce qu'il veut, en fait, je crois.
Et j'ai pas l'impression que ce soit antinomique avec toute forme de réflexion, toute idée et avec le féminisme. Et je trouve important aussi de ne pas avoir à se justifier par rapport à ça, si on veut se faire des couleurs, si on veut, voilà, parce que on peut aimer avoir les cheveux blancs, mais je suis désolée, ça ne va pas à tout le monde, voilà. Et on a le droit de ne pas avoir envie de le porter sans penser qu'on est quelqu'un qui va être superficiel ou quoi que ce soit. Mais moi, par rapport à ce sujet, je trouve que c'est un peu délicat parce que de le remettre sur la table, c'est encore le mettre trop en exergue par rapport au sujet. Voilà. C'est une bonne occasion aussi de parler des femmes et du vieillissement, cela dit. Parce que le vieillissement, c'est aussi, ça révèle aussi des normes de genre. Mais d'ailleurs, on va en parler des normes de genre peut-être avec toi, Alexia. Cette semaine, il y a un article qui a beaucoup fait parler. C'est un article de Forbes et il met en avant les femmes chefs d'État et de gouvernement et leur politique face au coronavirus. Beaucoup de réactions et tu voulais justement clarifier. Alexia Anglade. Oui, alors le magazine Forbes a fait un article le 13 avril sur les pays qui s'en sortent le mieux pour gérer la crise du coronavirus et qui ont en commun d'être dirigés par des femmes. Donc en l'occurrence la Nouvelle-Zélande, Taïwan, l'Allemagne, l'Islande, la Finlande, la Norvège et le Danemark. Alors selon l'article, le faible nombre de morts serait imputable à l'empathie, la transparence, la capacité de décision, les nouvelles technologies dont ont su faire preuve ces femmes dirigeantes. Bon, ok. Et alors là, tollé sur les réseaux sociaux et dans les médias, 20 minutes ou Libération notamment, qui dénoncent un propos essentialiste. Alors moi, je suis un peu agacée de cette polémique qui, une fois de plus, exige de devoir s'excuser et prendre des pincettes en argent massif dès lors qu'on valorise des femmes. J'ai même eu des échanges un peu animés avec des amis, ceux-là même qui s'étaient indignés une semaine avant de l'absence des femmes dans la une du Parisien qui prépare le monde de demain, vous savez, sans les femmes d'aujourd'hui. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Il faut parler des femmes, mais pas trop. Il faut souligner leurs performances, mais pas trop. Il faut soutenir leurs actions, mais pas trop. Donc, en gros, il faut qu'elles soient les égales des hommes, mais pas trop. Alors, d'accord, l'article de Forbes manquait peut-être un peu de nuance, mais quand on lit les arguments avancés, à aucun moment il n'est question de qualité intrinsèque, biologique ou par nature. Entre parenthèses, la capacité de décision et l'utilisation des nouvelles technologies ne sont pas des qualités féminines. C'est un constat de ressources déployées. À aucun moment, il n'est dit non plus que toutes les femmes ont ces caractéristiques de façon universelle. Et donc, big up à cette dame grognon qui m'a agressée sur ma page LinkedIn en m'expliquant, je cite, qu'elle connaît des femmes qui sont bien plus cruches que des hommes. Oui, ma sœur, on est d'accord. À aucun moment, il n'est dit qu'il faut que tous les pays soient désormais dirigés par des femmes. Donc peut-être aurait-il fallu préciser que ce sont ces femmes-là qui ont eu en commun de déployer empathie, transparence, capacité de décision, nouvelles technologies, et de souligner que par construction, par socialisation, elles ont développé des ressources et des qualités qui ont pu, dans cette situation, être plus performantes que leurs homologues hommes. Peut-être aurait-il fallu expliquer ce qui, dans leur parcours individuel, relevait d'acquisition de compétences propres, d'expérience, de résilience, d'adaptation. Peut-être aurait-il fallu citer leur diplôme pour justifier que ces femmes-là étaient meilleures. Et puis juste sur le coronavirus, faut pas déconner non plus. En fait, je trouve ça hyper hypocrite. Voilà, c'est comment on découvre qu'il y aurait des qualités qui seraient plus féminines. Oui. Calme, douce, humble, près de ses émotions, empathique, d'après les études sur le genre. Et ça s'appelle les stéréotypes de genre. Et c'est une construction sociale qui vaut aux femmes d'être assignées d'office à la sphère domestique. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Bourdieu. Ou au métier du soin. Tiens donc. Donc ces qualités attribuées aux femmes depuis des lustres, ça va bien pour élever les gosses et soigner les malades. Mais il manquerait plus que ça soit des atouts dans la sphère publique pour diriger des entreprises et des gouvernements. C'est la valence différentielle des sexes que décrit l'anthropologue Françoise Héritier. Partout, de tout temps et en tout lieu, le masculin est considéré comme supérieur au féminin. Même si les caractéristiques associées au féminin et au masculin diffèrent d'une culture à l'autre, le positif est toujours du côté du masculin et le négatif toujours du côté du féminin. Ben oui, mais là, l'article de Forbes, il prouve le contraire. Aïe. Alors, c'est le sens de la déclaration de Christiane Taubira sur France Inter dernier, et loin de l'explication essentialiste, elle dit « Je pense sincèrement que des femmes dans des positions d'autorité ou de pouvoir auraient abordé les choses différemment,
Plutôt que d'avoir recours à ce corpus viril, martial, elles auraient vu plus facilement que ce qui fait tenir la société, c'est d'abord une bande de femmes. Elles sont majoritaires dans les équipes soignantes, même si nous soignons aussi avec autant de gratitude les hommes. Elles sont majoritaires aux caisses des supermarchés, dans les équipes qui nettoient les établissements, qui travaillent encore. Tout ce qui tient la société, qui nous permet d'inscrire une temporalité dans nos têtes, de nous projeter, ce sont les femmes qui le font. Depuis longtemps, ce sont les femmes qui portent les métiers de soins en général. Pour conclure, le magazine se permet une dernière petite rhétorique provocatrice en invitant les hommes à s'inspirer des femmes et à arrêter d'attendre des femmes qu'elles leur ressemblent. Bon allez, on va mettre tout le monde d'accord. Peut-être il faut s'interroger sur les qualités et les compétences attendues des dirigeants de demain, quel que soit leur sexe. C'est peut-être l'avènement de la convergence des genres qu'évoque notamment la sociologue et philosophe Dominique Méda. Merci, merci Alexia. Alors les stéréotypes de genre, on continue sur ce terrain avec toi, Élodie. Ils ont une influence sur l'orientation professionnelle des jeunes femmes, des jeunes filles. C'est ton focus aujourd'hui avec les actions menées par l'association Elle Bouge. Élodie Simard. Oui, alors le prérequis de cette chronique, c'est de se dire qu'on n'est pas là pour parler de réussite sociale, ni de savoir si un métier est mieux qu'un autre. On est là pour réfléchir et se demander, est-ce qu'on laisse vraiment nos jeunes choisir leurs orientations professionnelles? Ça reprend un peu l'idée des injonctions, qu'elles soient familiales, tu seras médecin comme papa, ou qu'elles soient de genre, tu seras institutrice, comme ça tu auras plus de temps pour t'occuper de tes enfants. La deuxième question, c'est est-ce qu'on ouvre, nous, en tant qu'adultes, parents et enseignants, vraiment le champ des possibles? Et la troisième question qui se pose, c'est pourquoi les étudiantes sont surreprésentées dans les filiales comme le paramédical, le social, l'esthétique ou encore la littérature? C'est l'éducation, encore l'éducation, mais qu'elle soit familiale, qu'elle soit en milieu scolaire, mais également dans la vie de tous les jours. Alors évidemment, on a fait des progrès, on peut faire mieux, et vous allez me dire, on peut faire quoi? Bon, j'ai 2-3 pistes, parce qu'il y en a beaucoup. Déjà, ce serait faire en sorte qu'il y ait une représentation féminine et des modèles de femmes qui soient moins stéréotypés. Par exemple, si les filles pouvaient apprendre que les femmes ont élaboré des notions de mathématiques, que c'est une femme qui a traduit l'œuvre de Newton et que de nombreuses découvertes et inventions ont été faites par des femmes, elles s'autoriseraient davantage déjà à aller vers cette voie. Et ça, c'est pareil pour le monde de l'entrepreneuriat, du sport, de la culture, etc. La deuxième piste, et là c'est intéressant par rapport à ce que tu disais Alexia, c'est laisser les enfants jouer à tout dès le plus jeune âge. Parce qu'en fait, les intérêts des petites filles et des petits garçons se construisent très tôt, mais permettent aussi de développer des compétences cognitives. Alors je m'explique, à travers les jeux dits de garçons, en fait, les filles pourraient développer plus jeunes des compétences cognitives d'inventivité, mais également de représentation de l'espace en 3 dimensions. Et ce sont des compétences qu'on retrouve dans les filières scientifiques et techniques. Et du coup, la boucle, en fait, elle est bouclée, car naturellement, l'être humain, il préfère aller vers des choses qu'il connaît déjà un petit peu, ou alors des choses sur lesquelles il pense être un petit peu fait à la base. Et comme notre société, en majorité, encourage les petites filles à prendre soin ou à être dans la beauté, naturellement, elles vont un petit peu vers ça. On pourrait en débattre pendant des heures, mais il faut quand même le garder en tête. Et en fait, enfin, une troisième piste, ce serait aussi peut-être donner aux jeunes d'autres sources d'informations. Et aujourd'hui, je vais vous proposer, pendant le confinement, en fait, d'aller vous balader sur le site de l'association Elle Bouge. Alors, c'est une association dont la principale ambition est en fait de renforcer la mixité dans les entreprises, dans les secteurs industriels et technologiques, et puis de démystifier un petit peu le métier des ingénieurs. Et de ce fait, en fait, ils souhaitent informer et sensibiliser les jeunes filles dans plusieurs domaines, comme l'automobile, l'aéronautique, le ferroviaire, l'énergie et le numérique. Alors, c'est une association qui est nationale, mais après, il y a des antennes locales. Il y a une antenne qui est à Toulouse. Le site est vraiment très riche d'informations, de statistiques, de recherches. Il est très intéressant. Je vous encourage à vous balader là-bas. Et il propose également aux femmes qui ont fait carrière dans ce domaine de devenir une des marraines de l'association et de pouvoir transmettre sa passion et aider des jeunes filles à construire leur futur projet. Alors, quand j'ai commencé à réfléchir à ce sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses à dire. Donc, je pense que pour la prochaine chronique, je vais revenir sur ce sujet parce que j'ai également trouvé d'autres associations qui travaillent sur ce thème qui sont très intéressantes. Merci Élodie. Alors, on va faire un petit retour en arrière historique avec toi, Boris. L'obsession de la femme idéale
tu nous proposes un focus assez gratiné dans l'Angleterre des années 70. Boris Georgelin. En effet, Emmanuel, j'avais à cœur de contrebalancer l'impression désastreuse que j'avais laissée, enfin, que la presse moderne nous avait laissée la dernière fois qu'on avait fait l'émission. J'ai donc eu envie de sourire à la vie, de dire merci à la vie, et de laisser entrer un peu de joie dans mon cœur en tant que cynique non repenti. Donc, toujours en trénouillant sur Twitter, comme si j'avais besoin d'un prétexte pour procrastiner, je suis tombé sur une double page publiée par Cosmopolitan au Royaume-Uni en 1972, excellente année au demeurant, page qui présente les 40 célibataires britanniques les plus désirables, les plus recherchés. Alors, ils sont sportifs, ils sont acteurs, DJ, musiciens, héritiers. Certains sont de parfaits inconnus pour un public français, évidemment. D'autres sont des stars. Tous ont un avis sur la question suivante. What I want in a wife, ce que je recherche chez une femme, et même plus précisément chez une épouse. C'était l'occasion rêvée de voir si nous, les hommes, avions évolué dans notre perception de la femme idéale. Florilège, donc Mark Kane, qui était visiblement mannequin, je cite, « J'aimerais qu'elle soit bonne cuisinière, jolie, fidèle, qu'elle ait confiance en soi, mais pas trop quand même. Plutôt casanière qu'ambitieuse. J'ai toujours eu un faible pour les petites Scandinaves. » Alors, Robert Carrier, qui est visiblement un chef réputé à l'époque, je cite toujours, « Le mariage est passé de mode à cause de notre société permissive et de la pilule. Si je me marie, ce sera avec une femme ultra mince qui mangerait comme 4, mais sans prendre un gramme. » John Hurt, que vous connaissez peut-être, qui est un acteur que j'aimais bien, et pas parce qu'il est mort. Je cite, « Elle devrait être optimiste, ponctuelle, indépendante et jamais jalouse. » Et j'insiste. Mais alors, j'insiste. Anti-MLF. Hein, on remet dans le contexte. En fait, c'est Women's Lib, donc, qui est un mouvement féministe qui a un petit peu anticipé dans le temps celui des Françaises avec le mouvement de libération des femmes. Donc, anti-MLF. Michael Fish, qui travaillait dans la mode, je cite, « Je cherche une femme à l'ancienne, qui se tient à sa place. On m'a dit un jour, on choisit sa femme comme on choisit une vache. Elle vient se faire traire à intervalles réguliers. Et aussi, je ne veux pas d'une femme tendance. » Alors, Sidney Shimpton, qui était le leader d'un syndicat sioniste, d'abord, elle doit être prête à s'associer avec moi pour créer le mouvement de libération des hommes. Ensuite, elle doit avoir de grands yeux marrons. Enfin, elle devra être raisonnablement séduisante et intelligente, mais pas plus intelligente que moi. Oliver Reed, qui est un acteur que vous avez pu voir dans Gladiator, disait à l'époque, elle doit être féminine. Je déteste le côté homasse des lesbiennes du MLF. Les femmes les plus intéressantes pour moi sont celles qui sont très décidées, mais qui à la fin adorent être dominées. Je cherche une fille qui peut me comprendre, puis me supporter, et par-dessus tout, qu'elle ait une grosse paire de loches. Et pour ne pas être totalement dévasté par la nature humaine, je vais citer enfin Simon Oates, qui était acteur. Et lui, il a juste une phrase, c'est « Je ne vois pas de critère plus important que d'avoir le sens de l'humour ». Oui, Simon, il en fallait à l'époque aux femmes pour nous supporter, et visiblement, il en faut toujours aujourd'hui. Là, franchement, c'est vrai que c'est un peu l'overdose. Il y a aussi le syndrome du prince charmant, qui est assez dévastateur aussi. En tout cas, je suppose que vous pleurez toutes des larmes de sang en entendant ce que vient de dire Boris. Moi, j'avais tout bon sur les critères, sauf ponctuel, en fait. Mais bon. Dommage de décevoir un vieux macho de 72, quoi. On finit avec nos coups de cœur. Cette émission Au vert et contre tout. Caroline, si tu veux commencer. Juste un petit coup de cœur. En fait, il y a en rapport avec le thème de l'émission, il y a une mini-série documentaire de 8 épisodes qui s'appelle Dopamine sur Arte qui est sortie et qui analyse de façon un peu synthétique et ludique tous les mécanismes neurologiques face aux réseaux sociaux. Donc, dans pagaille comme ça, il y a Facebook, Tinder, YouTube, Instagram. Voilà. Donc, ça met un peu en exergue le pourquoi du comment ces applications existent et pourquoi elles sont conçues. C'est-à-dire créer et entretenir une addiction neurologique en activant dans nos cerveaux la molécule responsable du plaisir, c'est-à-dire la dopamine. Donc, si vous passez tout votre confinement sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et compagnie, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas inintéressant, c'est juste qu'en fait, vous faites ce qu'on vous dit, en fait, ça marche, c'est tout. Élodie ? Oui, toute autre chose. C'est le collectif Nous Toutes qui organise des sessions de formation en ligne sur les violences sexuelles et les violences au sein du couple. Donc, c'est des petites sessions de 2h30. Il suffit que vous alliez sur leur site et ils vous inviteront à ces sessions de formation. Voilà, c'est 2h30 de formation. Moi, je ne l'ai pas encore faite. Je me suis inscrite. Je vous en parlerai la prochaine fois.
Mais il reste des dates les 2, 5 et 9 mai prochains. Boris, un coup de cœur ou un coup de gueule? Oui, pour aller dans le sens de ce qu'évoquait tout à l'heure Caroline, je m'excuse parce que je vais faire à nouveau référence à Twitter, qui est une source d'information intéressante à condition évidemment de faire le tri, et notamment un post remarquablement documenté et riche, celui d'Alchimiste d'État sur les critères de beauté à travers les époques et les pays. Et en préambule, sa recherche, elle indique: vous n'êtes pas moche, vous n'êtes juste pas à la bonne époque. Et donc, il y a une série avec des images d'art à chaque fois, pris dans l'art et dans la représentation de la femme. Elle commence au Paléolithique avec les Vénus du Paléolithique, donc la première représentation de la femme par l'homme à ce jour qu'on a découvert. Petite de taille, sein, ventre, cuisses et fesses hypertrophiées, idole de la fécondité, parce que fécondité égale attirance, égale, et c'est un critère de beauté. On peut faire un détour par la Grèce antique, on est au 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. L'hermaphrodisme est très fantasmé à l'époque. Les femmes ont des corps presque masculins, avec des hanches larges, un nez droit et un menton arrondi. On peut faire aussi un détour par le Moyen-Âge, à partir du 15e siècle. En Europe, le maquillage est interdit car il pervertit les créatures de Dieu. On aime les femmes juvéniles au teint très pâle, symbole de pureté, comme Agnès Sorel, qui s'épilait même le front pour avoir le visage le plus juvénile possible, quoi. Donc la jeunesse est encore fondamentale, déjà fondamentale. La femme se doit avoir des seins petits, écartés, une taille de guêpe, des hanches étroites, un ventre rebondi, et la blondeur est signe de beauté. Après, on a le siècle classique, 1700-1800, un teint de lait, une taille très fine, une poitrine imposante, des bras et des mains potelés, des critères de rigueur pour être considérée comme belle. Évidemment, on se souvient que justement, pour obtenir une taille parfaite, elles s'emprisonnaient dans des corsets à baleines. On risquait même l'asphyxie, donc ça, vous le savez bien. Et en revanche, il fallait cette fois-ci être bien en chair. Ça signifiait qu'on pouvait manger à sa faim. Alors voilà, si à l'époque de la Renaissance, on se fardait en rouge, le rouge est devenu le symbole de l'amour et de la sensualité, là, on accentue plutôt les veines et le bleu pour souligner le teint laiteux. Voilà. Ensuite, on a l'après-révolution française avec la petite molle, l'idéal de la bourgeoise, et le deuxième type qui est la belle malade. Bref, voilà. Aujourd'hui, c'est quoi finalement? La femme idéale de longs cheveux lisses et noirs, des lèvres pulpeuses, un teint hâlé, un corps fin, mais avec des fesses et des seins énormes, mais une taille et des cuisses minuscules. Le ventre doit être plat, la taille extrêmement marquée. On n'est pas rendu. Le nom du compte, Boris? Le compte, je vais le retrouver. Twitter, c'est Alchimiste d'État. Évidemment, je pense que l'une d'entre nous, à savoir Caroline Salamon, mettra toutes les références sur notre SoundCloud. Sur Facebook et Instagram, effectivement, vous pouvez nous retrouver. Merci, mes amis Alexia Anglade, Boris Georgelin, Caroline Salamon et Élodie Simor. À très bientôt. Allez, au vert et contre tout. Au revoir. À bientôt.